Une bataille entre la police et les criminels du commando Vermelho a de nouveau révélé l'ampleur du défi que le crime organisé impose aux autorités et à la société. À Rio de Janeiro, rafales de tirs, la peur dans les rues, des habitants pris entre deux feux. Rio de Janeiro s'est réveillé sous tension avec une vaste opération des polices civiles et militaires dans les complexes d'Alemão et de Penha, au nord de la ville. Nous avons une réalité de guerre avec une législation de paix. Nulle part ailleurs dans le monde, on ne trouve une situation de guerre comme celle-ci, avec la quantité de fusils que nous avons. À Rio de Janeiro, dans une situation de paix, cela n'existe qu'en situation de guerre. Les polices de Rio de Janeiro, ce qu'elles font, aucune police au monde ne le fait. Le combat que nous menons là-bas contre le crime organisé, ce n'est plus une activité de police, c'est déjà une activité des forces armées de défense, le EPF 135. Elle a pratiquement empêché les polices de réaliser des opérations de routine. On tondait déjà la pelouse, on la gardait toujours bien coupée, et ensuite, pour chaque opération, on ne pouvait intervenir que dans des cas absolument exceptionnels. Ils ont créé un concept juridique indéterminé, ce qui a apporté une grande sécurité juridique aux forces de police. Donc, cette présence ostensible que nous maintenions, surtout dans ces territoires, face à l'action des factions criminelles, a pris fin. Chaque fois que nous devions y aller, au lieu de simplement tondre la pelouse, nous devions dévaster une forêt. Plus de 130 criminels tués, 110 arrêtés et 4 policiers tombés au combat. C'est le bilan de l'opération Contenção, menée le 29 octobre 2025 par les forces de sécurité de Rio de Janeiro. L'opération est déjà vue comme la plus meurtrière de l'État. Elle a montré la capacité des polices, civiles et militaires, à lutter contre le crime organisé, même sans le soutien du gouvernement fédéral. Le scénario décrit une guerre urbaine avec blindés improvisés, hélicoptères en vol et bataillons d'élite sur le terrain. Pendant ce temps, la population vit entourée de factions armées, de lois fragiles et d'une structure politique qui semble ignorer la gravité de la situation. Dans cette vidéo spéciale de Vie à la caserne, nous allons présenter quelques faits et vous laisser analyser la situation. Bienvenue à Vie à la caserne. C'est un jour historique, un jour différent. Pour la police militaire, c'est la plus grande mobilisation de l'histoire de la police militaire en termes logistiques, en termes de renseignement, en termes de ressources humaines. C'est une mission qui va nous demander beaucoup. Un défi pour vous tous, pour lequel nous aurons besoin de courage, de détermination et de force. C'est un endroit, comme on vous l'a déjà dit, qui est dominé par une organisation criminelle qui impose la terreur. Une oppression pour les habitants de cette région défiant le pouvoir de l'État. C'est le moment de montrer notre force, messieurs. Ne sous-estimez pas l'ennemi, ne sous-estimez pas le danger. C'est à ce moment-là que la troupe montrera qu'une troupe unie et préparée surmontera les obstacles. Pour que nous puissions imposer la force de l'État, la force de la police militaire, comptez sur ce commandant, comptez sur tout l'appareil de la police militaire. Nous serons ensemble dans cette entreprise. Le président brésilien a déjà déclaré qu'il n'y aura pas d'opération de garantie de la loi et de l'ordre sous son gouvernement, même face aux demandes insistantes du gouverneur de Rio pour le soutien des forces armées. Elles n'ont pas été demandées, car nous avons déjà eu 3 refus. Alors nous avons déjà compris que la politique est de ne pas céder. Ils ont dit qu'il fallait avoir la GLO, qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela, qu'on pouvait prêter le blindé et puis qu'on ne pouvait plus le prêter parce que l'agent qui opère le blindé est un agent fédéral, donc il fallait la GLO.
Et le président a déjà dit qu'il était contre la GLO. Et alors ? Je ne veux pas des forces armées, tu sais, dans la favela, en train de se battre avec des bandits. Ce n'est pas le rôle des forces armées. Et tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. L'Union a refusé 3 demandes de véhicules blindés. Le ministre Ricardo Lewandowski a annoncé avoir autorisé l'envoi de la force nationale. Mais cette troupe n'est pas préparée pour le type d'affrontement qui se produit dans les communautés de Rio. À plusieurs reprises, la propre force nationale a dû être secourue par la police locale. La police militaire de Rio de Janeiro a récupéré les armes volées à une équipe de la force nationale. Les agents ont été attaqués après être entrés par erreur dans une communauté. La lutte contre la criminalité à Rio nécessite connaissance du territoire, stratégie et courage, qualité que la police de l'État a montrée avec fermeté. Lors de l'opération dans les complexes d'Alemão et de Penha, plus de 100 fusils d'assaut ont été saisis, révélant que les frontières brésiliennes restent vulnérables à l'entrée d'armes lourdes. Ces fusils ne sont pas produits à Rio, ce qui questionne le contrôle national des armes et l'action des autorités fédérales. Des troupes d'élite comme le bataillon de opérations policières spéciales, la coordination de recursos especiais, le bataillon d'action avec chiens et le choc de la police militaire étaient en première ligne, avec le renfort de policiers des commissariats spécialisés et de policiers de l'État du Pará qui recherchaient des criminels en fuite. L'action a été précise, mais la lutte contre la criminalité exige plus que des opérations ponctuelles. Il faut une politique de sécurité intégrée, avec des investissements réels et des décisions fermes. Les gars se renforcent, les gars s'arment, les gars changent leur stratégie, les gars installent des barricades. Merde, réveillez-vous, enfin, ils se sont réveillés, la décision est venue. Maintenant, ce plan de reprise du territoire ne va pas reposer uniquement sur la police. Désormais, c'est le secrétariat à la sécurité qui dirige et prend en charge cette question. Mais la police civile, la police militaire, nous faisons appel à tous les autres acteurs, c'est-à-dire les municipalités, l'État lui-même, l'Union. Je vais dire quelque chose ici, je crois que je ne lui ai jamais dit. Je l'ai dit, je crois, une fois, dans un autre endroit où je suis allé. Mais... Tu sais que nous avons demandé le soutien du gouvernement fédéral, uniquement logistique, seulement des blindés. Nous avons demandé les blindés de la marine pour qu'on puisse franchir ces barricades. Aujourd'hui, les barricades sont de vraies œuvres d'ingénierie. Ce n'est plus un rail de train planté là, ou un tas de morceaux de bois jetés au milieu de la rue. Non, comme c'était autrefois. La déclaration du président brésilien, affirmant que les bandits Bonju sont des victimes des toxicomanes, a même provoqué la stupéfaction parmi ses alliés. Écoutez la suite de ce qu'il dit en continuant. Les usagers sont responsables des trafiquants qui sont aussi victimes des usagers. Les usagers sont responsables des trafiquants qui sont victimes des usagers. Je parle en tant qu'usager et je n'ai jamais rien imposé à personne. J'ai juste demandé s'il y en avait. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Imagine, maintenant, le trafiquant va porter plainte contre le toxicomane. Explique l'histoire. J'étais chez moi, il est arrivé chez moi avec 150 raies comme ça, sous mon nez. Je veux 3 grammes, je veux 3 grammes. Dans la nuit du 27 octobre, 70 bandits du Commando Vermelho ont envahi la favela de Quitanda du gang Vival. Ils ont pris en otage une femme de 60 ans, puis elle a été assassinée. Ils ont aussi tué un jeune homme de 30 ans qui n'avait aucun lien avec le trafic. Sans aucune ironie, selon l'avis du ministre Lewandowski, cette action ne constitue pas un acte de terrorisme et aussi, sans aucune ironie, selon l'avis du président Lula.
Ces criminels qui ont tué cette dame de 60 ans sont en réalité les véritables victimes. Les bourreaux sont les consommateurs de marijuana, ou, comme l'a bien dit le président, les toxicomanes, les fumeurs de joint. Il serait peut-être plus simple de gérer nos toxicomanes en interne. Les consommateurs sont riches, ils sont responsables des trafiquants, qui sont aussi des victimes des consommateurs. Pendant ce temps, Rio reste l'épicentre d'une crise mêlant violence, abandon institutionnel et résistance policière. La lutte contre le crime se gagnera par des actions, non des discours. Les forces de police de Rio ont montré qu'elles sont prêtes, mais elles ne peuvent pas lutter seules. Il est temps de repenser la sécurité publique au Brésil. Avec du courage politique, une adaptation des lois et le respect de la vie des citoyens et des agents risquant tout pour protéger la société sans reconnaissance. Participez au débat et laissez votre avis sur tout cela. Pour certains, ce n'est qu'un chiffre de plus. 4 noms de plus perdus dans le chaos. Pour les survivants, le monde s'effondre. Pour la famille, le silence règne au petit déjeuner. Pour l'ami en uniforme, la radio restera muette. Pour moi, c'est douloureux de voir la troupe souffrir encore, sans le soutien qu'elle mérite. Hébert, Clayton, Marcos et Rodrigue, ce ne sont pas des statistiques, mais des hommes qui ont choisi de se battre pour nous, croyant qu'il valait encore la peine de défendre Rio, même lorsque l'État semblait avoir abandonné la ville. Aujourd'hui, Rio de Janeiro saigne, tout comme chaque policier partant en patrouille sans savoir s'il reviendra. Saigne chaque mère, chaque épouse, chaque enfant qui attend le retour d'un héros qui ne reviendra plus. Que le sacrifice de ses frères ne soit pas oublié. Que l'État considère ceux qui portent cet uniforme avec honneur.